Sans plus tarder, je laisse la parole à Véronique Reiss. Merci, Monsieur le Président. Donc, la présentation du rapport développement durable 2024, c'est un document obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000 habitants. Le rapport expose la situation de Mont-de-Marsan agglomération en matière de développement durable sur l'année passée. Il présente un état global des démarches qui ont été réalisées au cours de l'année afin d'adapter les orientations de la collectivité par rapport aux 5 finalités du développement durable, soit la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère, la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, ainsi que les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Cet outil permet d'illustrer l'ensemble des initiatives liées à ces 5 finalités et menées concrètement par la collectivité via l'ensemble de ses services et de ses élus. Il permet également de mettre en avant la transversalité des actions portées par la collectivité et la volonté de s'ancrer dans des projets durables. Sans se vouloir exhaustif, ce rapport vise à mettre en lumière les initiatives engagées sur l'année 2024, celles qui ont connu une avancée significative ou encore les projets remarquables de la collectivité en matière de développement durable. Cette édition du rapport comporte 35 sujets et met notamment en avant l'implication croissante de la collectivité pour la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et des milieux. Donc il vous est demandé de prendre acte de ce rapport. Merci. Avant d'en prendre acte, y a-t-il des points que vous voudriez souligner ou prendre des interventions? Donc, je vais passer la parole à Céline Pio et ensuite à Alain Bachet. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, j'ai trois points, questions ou remarques. À la page 8, sur le plan sobriété énergétique, vous soulignez que dans des établissements scolaires, et la liste des écoles est notée, il y a des économies de gaz, mais vous notez qu'on ne constate pas ces effets tout le temps sur ces établissements. Alors j'aimerais bien des précisions. Est-ce qu'il s'agit d'économies ou est-ce qu'on ne constate pas ces effets sur les établissements et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer qu'il y ait davantage d'économies de gaz dans les établissements pour lesquels ces économies ne sont pas repérées? Deuxième point, à la page 17, concernant le projet informatique verte, où vous titrez cela le numérique responsable. Bon, je trouve que c'est un peu creux comme expression, mais bon, passons. Vous satisfaisez que on n'a plus de papier, qu'on est passé au numérique, au tout numérique, on n'envoie plus rien en papier, comme si finalement le numérique était formidable. Oui, alors c'est peut-être bien d'économiser le papier, bien que parfois le papier recyclé, justement il se recycle, hein, alors que le numérique, il dépense aussi de l'énergie et il pollue aussi. Et après tout, le stock des données enregistrées, eh bien quelque part, hein, dans le fameux cloud qui consomme de l'énergie, donc c'est pas si responsable que ça, il ne faut pas non plus laisser croire que le numérique c'est parfait à 100%. Et enfin, dernière question, dernier point, la page 23, c'est concernant le campus connecté et les étudiants. Vous dites qu'il y a, et j'en suis très contente, 61,3% des étudiants inscrits au campus connecté qui ont soit réussi leur diplôme, soit qui sont passés à l'année supérieure. Mais ça veut tout de même dire qu'il y a 38,7% qui sont à l'échec, ou qu'en tout cas qui ont peut-être démissionné. Voilà. Donc j'aimerais savoir si c'est échec ou démission, et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas 38% des jeunes inscrits à Campus Connecté qui n'aient pas réussi leur diplôme ou à passer au niveau supérieur. Voilà. Et d'autre part, 61,3%, c'est pour 50 étudiants. Donc c'est un pourcentage qui est un indicateur, mais qui n'est quand même pas sur des nombres incroyables. C'est pas non plus... les pourcentages parfois sont trompeurs par rapport aux chiffres relatifs. Bon, mais voilà, c'était mes 3 points. Alors, je vais essayer d'engager une réponse sur le premier point. Donc sur le premier point, en effet, il y a des travaux qui ont été entrepris, il y en a d'autres qui sont à entreprendre. On avait des réunions d'ailleurs récemment avec les vice-présidents du scolaire et du bâtimentaire
pour regarder notamment qu'un effort tout particulier soit fait sur les menuiseries. On a des sujets de menuiserie, alors je pense que vous ne demandez pas la liste des écoles maintenant, mais on a un certain nombre d'écoles qui sont soit dans le rural, soit dans l'urbain, même si je n'aime pas cette nomenclature. Et on a également des travaux de toiture. Je ne dis pas que c'est ce qui va permettre de gommer tous les ponts thermiques mal gérés, mais on est sur ces sujets-là. Donc voilà ce que je puis vous dire aujourd'hui. Alors après, on a un budget à voter, et à l'intérieur de ce budget, il y a une partie non négligeable qui sera orientée sur ces deux aspects et sur les menuiseries en particulier. La deuxième question concerne le numérique. C'était plutôt une affirmation de votre part. Et la troisième, elle est liée au campus connecté. Je ne sais pas si mon voisin qui est concentré sur la délibération suivante veut dire quelque chose concernant le campus connecté. Oui, concernant en fait il y a une partie qui est effectivement un taux d'échec des candidatures qui se représentent. Je ne sais pas le détail là, mais également il y a aussi des situations d'abandon liées à la santé aussi. On a aussi des personnes qui n'ont pas pu continuer ou qui ont carrément arrêté les études parce qu'ils étaient sur des conditions de redémarrage pour eux, et qu'en fait la vie, soit déménagement, des choses comme ça, on pas permis de continuer tout simplement. Voilà. Donc on est sur un pourcentage qu'on gère aussi, effectivement, puisque l'adhésion, en fait, quand on sélectionne les candidats, on laisse la chance vraiment à tout le monde, y compris toutes les personnes qui pourraient être en difficulté pour aboutir, parce que l'idée c'est de les aider au maximum. Et effectivement, on a des gens aussi qui sont obligés d'assurer leur salaire aussi, donc qui travaillent et qui ne peuvent pas réunir les conditions pour faire moins les 12 heures même, voilà. Donc on donnera le détail en commission, je ne l'ai pas retrouvé là, j'essaie de le trouver rapidement, mais il y a trop de fichiers ouverts. Merci. Monsieur Bachet voulait s'exprimer. C'est bon, merci. Il vient d'être... c'était pas le propos que j'avais prévu de faire au préalable, mais il vient d'être question d'enseignement. Moi je suis stupéfait que ce soit, Monsieur le Président, par rapport aux problématiques que connaissent certains villages, par rapport au maintien des classes, et nous avons aussi un cas à Mont-de-Marsan que vous nous disiez hier au préalable de notre réunion communautaire. Il y a des parents qui se sont mobilisés, des enseignants, des élus. Lieu était bien, monsieur le maire, je n'ai pas du tout prévu de faire cette intervention, mais c'est le fait que la question de l'enseignement soit abordée, que nous puissions amener à minima notre soutien des parents d'élèves, et puis qu'on demande le maintien de ces classes, parce que c'est bien que les citoyens de demain, s'ils étudient dans de bonnes conditions depuis leur plus jeune âge, c'est quand même mieux que d'être dans des classes surchargées et mis dans des lieux, etc. Donc on pourrait profiter peut-être de notre assemblée de ce soir pour soutenir et demander à ce qu'il y ait le maintien de ces classes. Quelques remarques par rapport à ce rapport. Alors on peut effectivement regarder, moi je suis quelqu'un qui m'y suis penché un peu dessus. Alors bien évidemment on va y trouver des points positifs. C'est jamais cela qu'on fait ressortir dans nos interventions. Par contre, je souhaite en faire ressortir à minima un, même si c'est effectivement quelque chose qui ne fait que démarrer, c'est sur la question de l'économie circulaire par rapport à ce qui a été fait au parc technique municipal. Et je pense qu'il faut qu'on s'engage très fortement dans effectivement ce qui est aujourd'hui l'économie circulaire. Vous nous faites tout un débat sur les questions environnementales. Sur énergie renouvelable, je me trouve vraiment loin de ce qu'il nous faudrait faire, y compris, je n'ai pas trouvé dans le rapport quelque chose qui permettait de donner un départ sur ces questions. Vous vous saisissez de la géothermie, Eureka, depuis qu'on vous le dit, à la mairie de Mont-de-Marsan, etc., etc. Sauf que, à moins qu'il y ait un élément qui me manque, que j'ai sauté une étape, la géothermie, c'est ville de Mont-de-Marsan, c'est pas agglomération. Alors si vous avez l'ambition que ça devienne
communautaire, il faut nous le dire. Voilà. On aura débat, si on sera d'accord. Bon, vous servez de ça, parce qu'on tarabuse depuis de très nombreuses années sur ça, et vous semblez avoir pris, nous avons entendu, tant mieux. Quand même, un élément qui manque dans ce rapport, ou alors je l'ai sauté, il me manque une page peut-être, il n'y a rien sur le déplacement collectif en termes de service public. Alors qu'on est en pleine négociation aujourd'hui d'un nouveau marché pour le transport au niveau de l'agglomération. Il y a des choses qui sont positives, je le dis, mais il y a quand même quelques manques, et non des moindres, dans ce qui nous est présenté, ce qui me fait penser que, je le dirai tout à l'heure, le budget, on le dira certainement avec d'autres voix, c'est quand même de grands manques qu'il y aura dans le budget 2025. Je vais formuler un début de réponse, une fin, je ne sais pas, et si éventuellement les 16 vont rester toujours sur la partie scolaire, c'est avec plaisir. Et Véronique sur la partie réglée sur la partie des ENR. Juste peut-être pour resituer un peu le contexte. Alors d'abord, ne faites pas un procès d'intention sur le fait que nous n'avons pas soutenu nos parents d'élèves, associations, et je pense qu'on peut réaffirmer ce soutien ici, vous avez raison, puisque nous étions un certain nombre avec l'écharpe devant la préfecture, lors de cette fameuse commission dont j'ai oublié le nom, la commission liée aux fermetures d'écoles, semaine dernière ou semaine d'avant. Je vois certains maires qui étaient là, notamment concernés, Luc Bardez, vous et d'autres qui étaient là, concernés directement ou indirectement selon le groupement. Un élément de contexte qui ne doit pas nous faire plier et qui doit quand même nous conduire à continuer de défendre nos écoles, bien évidemment, que ce soit en zone rurale ou urbaine. La France a perdu 100 000 élèves entre 2015 et 2024. Il y a 3 000 écoles publiques qui ont fermé leurs portes. Alors, c'est pas une raison. Mais c'est un point qu'il faut quand même souligner. On a une tendance démographique qui semble se poursuivre. Donc nous, on travaille en étroite relation avec... on le faisait avec l'ancien DAZEN, on le fait avec Madame Najus qui vient d'arriver et dont le baptême du feu était d'ailleurs cette fameuse réunion. J'ai eu l'occasion de la rencontrer prochainement, mais j'ai échangé plusieurs fois avec elle sur le sujet, d'ores et déjà, pour avoir une priorité qui est de maintenir cette offre de qualité en matière d'éducation sur l'agglomération. Et d'avoir cette proximité. Je vous donner quelques éléments sur le bilan 2024, je parle sous contrôle de FIP Sahel, c'est des personnes qui ont travaillé sur le sujet à la direction de l'éducation. On a 4 classes qui sont concernées, 2 maternelles à l'Argenté, une Bourgneuf, et 2 élémentaires, Bretagne-Bernès, et un sujet sur Luc Bardès. Malgré ces fermetures, l'effectif scolaire est stable. Actuellement, nous comptons 4076 élèves dans les écoles de l'agglomération. C'est une moyenne de 21,78 élèves par classe. C'est légèrement supérieur à l'année dernière, nous étions à 21,49. Alors les chiffres, il faut faire attention, comparaison n'est pas raison. Je me suis moi-même mobilisé parce que ces ratios-là doivent être pondérés notamment en fonction des écoles. Vous savez qu'on est concerné par exemple par l'école du Péglé, qui a des sujets bien spécifiques, qui demandent une attention toute particulière, mais les autres également. Donc voilà, donc 4076 élèves cette année, on était 4075 élèves en octobre 2023, vous voyez, à quelque chose près, c'est le même nombre, et on est sur un ratio de 21,78 élèves par classe, et de 21,49 l'an passé. Donc on a des sujets, il y a bien évidemment des zones où il y a moins d'élèves, c'est une moyenne, sachant qu'on est en deçà des ratios qui sont préconisés par l'Éducation nationale. Alors après, en ce qui concerne le soutien, les choses ont été actées dans une première réunion, mais il peut y avoir encore des évolutions en fonction des mouvements ou des inscriptions, des choses qui peuvent se passer entre maintenant et le mois de juin. En ce qui concerne les énergies propres, peut-être que Véronique en rajoutera un mot, mais alors, la géothermie, certes, c'est un sujet municipal, mais enfin c'est un sujet qui concerne le territoire malgré tout, puisqu'on est là pour l'utiliser pour des bâtiments publics, mais
vous savez comme moi que cette géothermie, elle ne peut pas être utilisée, celle de profondeur, de grande profondeur, 1000 mètres de profondeur, ne peut pas être amenée n'importe où, à n'importe quel endroit, parce que ça nécessite des investissements tels que le seuil de l'équilibre économique ne serait pas cohérent, parce qu'il faudrait percer, détrouer, etc., qui aurait une déperdition. Donc c'est des choses qui se font autour des gisements. Après, il y a de la géothermie, on va dire, de plus faible profondeur, et des expériences qui ont pu être faites ça et là. C'est le cas sur la piscine de Saint-Pierre-du-Mont. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons et que nous étudions les choses, notamment pour ce qui est le plus énergivore chez nous, c'est la piscine en ce qui concerne Mont-de-Marsan. Il me semble qu'un groupe de travail a été mis en place, alors je crois que Patricia Beaumont y siège également, on a fait une ou deux réunions, il me semble, sur le sujet, pour avancer. Dans le passé, on a des sujets qui sont relativement notables, comme la station de Joannas qui donne lieu aussi à de la méthanisation et à l'utilisation de ce gaz. On a également des sujets d'actualité, que ce soit sur Mazerolles ou demain avec le projet d'hydrogène, même si on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a vraiment des sujets qui sont d'actualité. Puis après, il y a le maillage aussi photovoltaïque, qui est un sujet qui nous occupe, avec il y a l'aspect technique, puis il y a l'aspect montage aussi. C'est pour ça que ce groupe de travail que vous avez souhaité d'ailleurs collectivement, on l'a mis en place, et il me semble qu'il a déjà travaillé. Je laisserai peut-être Véronique, si elle le souhaite, compléter. La troisième chose, c'est pour les déplacements, puisque vous avez attiré mon attention sur les déplacements, le volet mobilité. Je parle sous contrôle des élus qui sont dans les fameuses commissions pour valider et pour avancer sur le choix éventuel, et notamment la vice-présidente Marie-Christine Bourdieu. Pas plus tard que cette semaine, je crois. Oui, une semaine. Nous avions une réunion, voilà. Alors on n'est pas en mesure de dévoiler quoi que ce soit, parce que c'est une procédure d'ouverture de pli, de marché public, etc. Mais la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que, contrairement à la dernière fois, le premier objectif, c'est qu'on n'a pas fait chou blanc, puisqu'on a 3 candidats qui ont postulé. Alors, je ne rentre pas dans le détail de leurs offres, mais le fait d'en avoir 3 au lieu d'un nous laisse penser et nous laisse espérer que nous pourrons avoir un rapport de force qui permet d'aller dans le bon sens. Et dans les différentes composantes d'un cahier des charges, il y a bien évidemment le verdissement de la flotte et un certain nombre de choses sur ce sujet. Et sans dévoiler bien entendu, puisqu'on ne peut pas dévoiler plus de détails, mais il y a des choses qui nous sont proposées en la matière et qui pourront, avec différents rounds de renégociation ou de consultation de ces postulants, pourront continuer à challenger ces éventuels fournisseurs sur ces sujets-là. Voilà ce que je souhaitais vous dire au moment où je vous parle sur les 3 points que vous avez soulignés. Je ne sais pas si mes collègues veulent intervenir. Je vais laisser la parole à Véronique, peut-être, si tu veux compléter. Oui, juste pour dire que ce rapport, c'est le rapport de l'année 2024. Tous les services, il a été demandé à tous les services de faire remonter les informations au service de transition écologique, puisque c'est ce service-là qui a fait ce rapport, et d'ailleurs je remercie Mathilde pour son travail. Donc certains services voilà, ont apporté des éléments, d'autres non, ou moins. Et en tout cas pour ce qui est du transport, je pense qu'effectivement en 2025, on en parlera largement. Concernant les énergies renouvelables, comme le disait le Président, il y a une commission qui est mise en place de plusieurs élus, et nous avons déjà eu 2 ou 3 réunions de travail, voilà, vers quoi on va, voilà. On ne va pas faire n'importe quoi, on essaie de chercher la meilleure formule aussi pour tous ces projets qui nous arrivent, notamment au niveau de l'agrivoltaïsme qui est très en vogue en ce moment. Donc on est en train d'essayer de mettre peut-être des garde-fous par rapport à tout ça. Mais voilà, on y travaille, et dans le rapport 2025, vous aurez compte rendu de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Pardon, excusez-moi, j'ai noté que Jean-Guy Bachet voulait prendre la parole, et après je vous la cède. Et Eliane Darteron. Merci Monsieur le Président. Écoutez, je crois que vendredi, nous avons le ministre Retailleau qui vient. Voilà. Juste tendre une banderole à la mairie. Voilà. Et il ramène une photo qu'il remettra à Madame Borne en demandant de ne pas fermer les classes. Parce que dans un village, c'est très important l'école, vous savez, Monsieur le Président.
Alors moi je voudrais intervenir sur le rapport concernant l'inventaire des zones humides. Donc nous faisons intervenir le bureau d'études élément 5. Voilà. Et il est écrit que 11 structures du territoire accompagnent l'agglomération dans le bon déroulement de cette opération, avec, en partenariat avec les syndicats du ADOUO, Mi12, syndicats du Doubs, etc. Ces 11 structures, je voudrais qu'on me rassure, ce n'est pas 11 bureaux d'études ou 11 agences, hein. Voilà, et c'est quoi Ah d'accord, l'agglomération, le département, la région et tout ça. Oui, c'est ça. D'accord, ça fait les amis. J'en parle. Non mais si vous parlez entre moi, Pardon. Est-ce qu'on pourrait, C'est pas une famille d'études, c'est des partenaires institutionnels notamment qui nous accompagnent. est-ce qu'on pourrait traiter la phobie que notre collègue a des bureaux d'études? Ça doit à terme, ça la phobie là. Vous êtes bureau d'études. On sera traité tout à l'heure. Je vais faire une proposition tout à l'heure, monsieur le président. entre la phobie et une appétence. Elle y va. Je l'aurais juste élu. Oui, merci. Puisque Alain Bachet a rappelé avec raison notre soutien à la non-fermeture de la classe de Luc Bardez, il me semble que c'est là que vous voulez mettre la gare LGV. Alors, fermer l'école ou une classe et mettre une gare LGV, bonjour le développement de l'agglo de Mont-de-Marsan. Il y a une petite incohérence là. Eliane Marthéron. Juste une chose, chers collègues, peut-être qu'en votant le budget tout à l'heure, on arrivera à traiter, comme on l'a fait pour le CLSH de Bourg, le salpêtre qu'il y a dans votre école, les menuiseries, des choses comme ça. Pour ça, je vous invite à cogiter, il reste encore 15 minutes. Rassurez-vous, j'ai cogité. Allez, on y va. Également, je voulais intervenir sur notre volonté de faire annuler cette décision de fermeture d'école. Bien sûr, celle de Luc Bardès, chère à mon cœur parce que j'ai fait mes petites classes, mais surtout aujourd'hui aussi l'école du Péglé. J'accompagne l'APE là depuis un petit moment. Nous avons fait une réunion d'information la semaine dernière. Et alors pourquoi il est important de la soutenir au titre de la politique de la ville? Parce que c'est une école en zone d'éducation prioritaire, mais surtout également que ce n'est pas une école traditionnelle dans la mesure où il s'agit d'un groupe scolaire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule direction, c'est un choix qui avait été fait par l'éducation nationale il y a quelques années, et qu'il n'y a qu'une seule direction. Donc l'éducation nationale, si je puis m'exprimer ainsi, a déjà fait l'économie d'un poste sur cette école-là en ne maintenant qu'une seule direction. À cette époque-là, les CP et CE1 n'étaient pas dédoublés, depuis ils le sont, mais pour autant il faut considérer les effectifs dans leur globalité et pas faire la distinction maternelle et primaire. Ce qui me pousse aussi à soutenir cette décision, c'est que les effectifs sont identiques à ceux de cette année. Et c'est ça qui est un peu incompréhensible quand on nous demande une fermeture sur des effectifs équivalents à ce que nous avons cette année, voire supérieurs de 3 ou 4 élèves. Et alors, si cette école est classée en zone d'éducation prioritaire, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce qu'elle accueille des enfants, alors pas essentiellement, mais c'est à nous de maintenir la mixité, mais elle accueille aussi les enfants des familles sédentarisées du quartier du Goyardet et qui demandent une attention spécifique, qui demandent une éducation spécifique avec des moyens spécifiques et qui s'est vraiment développé. Alors le travail est fait évidemment par les enseignants avec les classes dédoublées, mais également à l'intérieur de ces classes dédoublées, des décloisonnements en fonction du niveau des enfants, parce qu'on a vraiment un niveau très hétérogène. Donc il est important d'avoir cette souplesse dans les effectifs afin de maintenir ce niveau de qualité d'éducation. Également, au titre de la politique de la ville, nous intervenons, il y a de gros efforts qui sont faits sur cette école avec le PRE, le projet de réussite éducative, où nous accompagnons des familles, mais nous prenons l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire avec son environnement familial, social,
Donc l'enfant est accompagné, mais également la famille. Donc on suit à peu près 1 ou 2 familles par an de ces quartiers-là. Et également avec le CLAS qui est un accompagnement, c'est une aide aux devoirs qui est diffusée 2 soirs par semaine, où nous avons l'adhésion de ces familles, parce que c'est très délicat de travailler avec eux, parce qu'il faut gagner leur confiance, il faut les faire venir sur ces dispositifs, et c'est tout un travail pédagogique qui est à faire au quotidien, qui est fait par les équipes enseignantes, qui est fait par les équipes périscolaires, et qui est fait bien sûr par nos médiateurs scolaires de la politique de la ville. Et je tiens à signaler que depuis quelques temps maintenant, le lien se fait parfaitement entre les équipes périscolaires et les équipes politiques de la ville pour arriver à mener ce travail au quotidien auprès des familles. Donc oui, je bataillerai pour qu'on ait l'annulation de cette décision de fermeture. Merci de ces propos, dans lesquels je m'inscris à 2000%. Avant de passer la parole à M. Gourdon, et la meilleure façon de batailler pour que nous puissions défendre cette école, c'est de lui donner des moyens, comme vous l'avez souligné, puisque vous êtes vice-présidente à la politique de la ville, et que vous allez peut-être tout à l'heure présenter une délibération qu'on a eu à travailler, c'est de pouvoir donner des moyens, et pour donner les moyens, il faut tout simplement voter le budget qui permet de le faire, pour qu'on puisse... voilà. Je voudrais, mais je n'en doute pas une seconde avec ces propos-là, ça me remplit d'optimisme. La deuxième chose que je voulais souligner, mais au-delà de la taquinerie, je suis à 200% avec ce qui vient d'être dit par Yann Arthéon, c'est le travail formidable qui est fait par la directrice, on ne va pas citer son nom, qui est toute seule, il a dit, alors que dans d'autres établissements ils sont 2, et qui est quelqu'un qui ne compte pas ses heures, notamment pour pouvoir combler et décloisonner et pouvoir permettre à des gamins de ne plus arriver en 6e sans maîtriser lecture, écriture, etc. Il y a vraiment un travail de fond qui est fait. Je pense que la mobilisation de l'ensemble des parents sur cette école, elle est révélatrice aussi de la qualité, comme c'est partout dans toutes les écoles, mais en particulier de l'engagement de la directrice qui se bat pour son école. Jean-Jacques Gourdon. Merci Monsieur le Président. Non, mais je vais souscrire tout à fait à ce qui a été dit. En fait, c'est quand même une école qui a un passé et une histoire qu'il faut respecter. Il y a eu des générations d'enseignants qui se sont succédés pour justement gagner, comme disait Eliane, la confiance des parents. C'est pas toujours évident. Donc ils ont travaillé, il faut leur rendre hommage. Et je crois que de fermer une classe, ce serait la pire du manque de reconnaissance par rapport à tout le travail qui a été fait et qui maintenant est coordonné avec les enseignants, le périscolaire, la politique de la ville. Donc cette école-là, il faut absolument maintenir cet effectif-là. L'éducation nationale, effectivement, s'est largement défaussée en supprimant un poste de direction, en faisant un système de groupe scolaire comme c'est si bien le faire, malheureusement. Voilà, donc au-delà de l'école privée, évidemment, il faut soutenir cette école, mais aussi l'école le RPI et l'UPARDES Saint-Avit, les écoles rurales, c'est le fondement de la République. Les écoles publiques, rurales et urbaines, c'est le fondement de la République. Donc il faut absolument que l'on soit très très vigilant par rapport à ça, et je ne doute pas que, vu le nombre d'élus que nous étions à la manifestation au CDEN, je ne doute pas que tout le monde sera solidaire pour soutenir ces écoles. C'était le rapport, développement durable. Je ne sais pas s'il y a une autre prise de parole, sinon je vous propose de faire en sorte que nous avons acquiescé le fait que nous avons présenté ce rapport et l'acté. Il n'y a pas de voix contraire, nous avons présenté ce rapport.